Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop heureuse de vous retrouver pour la vidéo que j'attends de tourner depuis la création de cette chaîne. Il s'agit de mon bilan lecture de 2025. C'est vraiment une vidéo que je rêve de faire parce que je pense que ça peut être tellement intéressant, il y a tellement à dire sur une année de lecture que j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Avant toute chose, je vous souhaite une merveilleuse année 2026. Je vous souhaite d'avoir la santé, qu'elle soit mentale et physique, c'est le plus important. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur. Et surtout, je vous souhaite d'avoir d'incroyables lectures pour cette année. J'espère qu'elle sera riche en coups de cœur, riche en découvertes et que ce sera tout simplement une année trop bien. Bref, il est temps que je vous fasse mon bilan de 2025. En cette année 2025, j'aurais lu 29 romans sur un objectif de 60. Donc clairement, j'ai même pas atteint la moitié, mais pour être tout à fait honnête avec vous, ça a été une année un petit peu compliquée, notamment parce que j'ai connu 4-5 mois où je me suis sentie perdue dans ma vie. D'un point de vue professionnel, c'était absolument une catastrophe, c'était vraiment un cauchemar. Et à côté de ça, j'avais ma vie personnelle, notamment d'un point de vue amour, où ça a été compliqué, on a connu des tempêtes, on a su les surmonter, mais c'est vrai que ça a été une année assez compliquée. C'est vrai qu'avoir allié ces deux problèmes dans ma vie en même temps m'a fait une chose, perdre le goût de la lecture. Et ça ne m'était encore jamais arrivé. J'ai traîné des romans encore et encore. Les romans que je lisais en plus c'était une catastrophe. Enfin bref, j'ai perdu le goût à la lecture. Me plonger dans un roman c'était pour moi un peu un challenge. J'arrivais pas à me sentir bien quand je lisais. J'avais l'esprit tellement préoccupé. En plus de ça, c'est vraiment la période où j'ai enchaîné le plus de déceptions. J'avais l'impression d'être encore plus dure sur ce que je disais. Enfin bref, vraiment une mauvaise passe. Heureusement que l'année s'est finie de manière un peu plus douce et que j'ai retrouvé un certain rythme de lecture, même si c'est toujours très loin du rythme que j'avais par exemple il y a 2 ans de ça. Bref, tout ça pour vous dire que je n'ai lu que 29 romans, mais en fait c'est déjà un très beau chiffre et en fait ce qui compte de toute façon c'est pas le nombre de romans qu'on lit, c'est de voir à quel point on prend plaisir à lire. De mon côté, bon, j'ai pas pris énormément plaisir à certains moments et en plus de ça je suis un peu déçue de moi, mais l'essentiel c'est que j'ai quand même lu malgré tout. Et c'est d'ailleurs un commentaire sous mon post Instagram qui m'a beaucoup fait relativiser et ce commentaire m'a beaucoup touchée et c'est pour ça que j'avais envie de vous le lire. La personne me dit: là où tu vois seulement 29 livres de lus, moi je vois 29 livres de lus malgré les tempêtes traversées. Et ce commentaire il m'a fait relativiser en me disant ouais, ça a pas été la meilleure année de ma vie, mais j'ai quand même réussi à lire 29 livres malgré tout ce que j'ai vécu. Et ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Et ça peut sembler bête, mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien de lire cette phrase. Donc si jamais vous avez connu un peu une phase comme moi, soyez fiers du nombre de romans que vous avez lus. L'essentiel c'est que vous ayez pris plaisir et l'essentiel c'est que vous ayez lu. Et même si ça a été compliqué, c'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est pour ensuite mieux rebondir. Moi je vais pas vous parler des 29 lectures, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est de vous présenter mon année de lecture, mais de manière quand même un petit peu organisée. Et ça commence par vous présenter ces 29 romans que j'ai lus sous forme de genre littéraire. Bien évidemment, le genre le plus lu cette année, comme tous les ans depuis que je lis, c'est bien évidemment la new romance qui a représenté 67,9% de mes lectures. Ça m'étonne pas du tout. Chaque année, c'est toujours la new romance qui prime parce que c'est mon genre de prédilection. C'est le genre avec lequel je me sens le mieux et que je me retrouve surtout le plus. Ça risque un peu de baisser au fur et à mesure des années parce que j'aimerais bien aussi un peu découvrir d'autres genres, mais je pense que ce sera toujours mon genre de prédilection et vraiment le genre numéro 1. Ensuite, j'ai classé les romances de Noël un peu à part et en fait, les romances de Noël, j'en ai quand même lu 5 et du coup, forcément, sur 29 romans, ça représente pas mal et ça fait que ça a été 17,9% de mes lectures. Et ensuite, il y a 2 autres genres que j'ai lus cette année, c'est de la fantasy qui a seulement représenté 10,7% et la romantasy qui a vraiment été le plus petit genre que j'ai lu avec seulement 3,6%. Ensuite, d'un point de vue maison d'édition, bien évidemment, là je pense que ça ne va surprendre personne, il y a juste à regarder derrière pour savoir quelle maison d'édition va être en première place. Et c'est bien évidemment la maison d'édition Hugo New Romance, ça fait des années que c'est comme ça et je pense que c'est pas prêt de changer. C'est vraiment la maison d'édition avec qui tout a commencé. J'ai pu être partenaire avec eux aussi pendant 4 années et c'est vraiment la maison d'édition pour laquelle je guette toutes les sorties. C'est un peu ma maison d'édition repère vers laquelle je sais que je vais trouver des romans qui vont me plaire et qui vont rarement me décevoir. Alors certes, il y a des déceptions bien sûr, mais je sais que quand même ça reste une maison d'édition avec laquelle je me sens en sécurité sur mes choix de lecture. En cette année 2025, j'en aurais lu que 12 de leur maison d'édition, mais ça reste quand même les romans les plus lus parce que pour vous faire une comparaison, en seconde place vient la maison d'édition BMR/Ito, j'ai décidé de le regrouper. J'en ai lu 6, donc vous voyez par exemple c'est la moitié de ce que j'ai pu lire chez Hugo New Romance, mais c'est vrai que cette année j'ai quand même lu pas mal de BMR, pas mal de collections Ito. Et très sincèrement, j'ai adoré les récits que j'ai lus de cette ME, j'ai pas du tout été déçue. Déjà, j'adore les couvertures que je trouve toujours hyper jolies. Les récits que j'ai pu lire étaient hyper qualitatifs, que ce soit de la traduction ou alors juste des autrices françaises. J'ai adoré et c'est clairement une maison d'édition que je vais bien regarder en 2026 parce que très clairement, c'est très prometteur sur leurs écrits et j'ai trop envie d'en découvrir encore plus.
Ensuite, les deux autres maisons d'édition que j'ai surtout lues, mais ça représente vraiment un tout petit pourcentage pour vous dire, c'est De Saxus et Black Ink avec seulement 2 romans de lus dans chaque maison d'édition, donc c'est vraiment pas beaucoup comparé aux deux autres. Mais c'est vrai que cette année, je les ai un peu plus découvertes que les autres années, donc ça c'est plutôt cool. Très clairement, je pense que c'est des maisons d'édition que je vais un peu plus lire pour cette année, parce que j'ai pas mal de leurs romans dans ma palle et il serait clairement temps que je les sorte. Maintenant, je passe à la partie que je vais préférer faire, la partie dont j'avais trop hâte de vous parler, et c'est la partie où je vous parle de mon top 5 de cette année. Clairement, il y a bien 6 livres que vous voyez, mais c'est parce qu'il y en a un, c'est une duologie que vous avez déjà vue et dont je vous ai déjà parlé. Bref, passons aux choses sérieuses et je commence avec la lecture qui se classe en 5e position et c'est The Coldest Winter par Brittany C. Sherry. Celui-ci fait partie des romans que j'ai lus en tout début d'année 2025, je crois que c'était en février. C'est une histoire que je n'ai toujours pas oubliée, j'ai passé un tellement bon moment, j'ai presque regretté de l'avoir fait traîner quelques mois dans ma palle. Pour faire un petit résumé dans cette histoire, on va suivre Milo et Starlight qui vont tous les deux se rencontrer lors d'une soirée étudiante. Et tous les deux n'ont qu'une chose en tête, c'est passer un bon moment. Donc, tous les deux vont passer une nuit ensemble. Il va y avoir une certaine alchimie entre les deux. Et une fois que tout ça s'est passé, ils ne comptent pas se revoir, mais ça c'était sans compter sur le destin. En effet, le jour où Starlight prend ses fonctions de professeur stagiaire, elle entre en classe et elle va croiser parmi cette foule d'élèves, un certain élève qu'elle a déjà vu. Cet élève, c'est bien Milo, l'élève avec qui elle a passé une certaine nuit. Tous les deux vont être amenés à avoir une certaine proximité forcée, je vous laisserai découvrir pourquoi. Et ils vont donc passer pas mal de temps ensemble, ils vont beaucoup se découvrir. Mais le problème lorsqu'on tombe amoureux d'une chose interdite, une fois la descente entamée, il n'y a pas d'autre issue que s'écraser et partir en flammes. C'est du Brittany C. Sherry, donc c'est une lecture qui est émouvante, c'est très bien écrit, c'est très immersif et personnellement je m'attendais pas à autant l'apprécier, d'où la surprise incroyable que ça a été. J'ai parfois un peu du mal avec la relation prof-élève, mais ici, bon, ça reste un peu différent parce qu'elle est professeure stagiaire. Puis ils ont eu cette chose qui s'est passée bien avant qu'elle ne prenne ses fonctions. C'est une lecture qui m'a émue, pour laquelle j'ai versé des larmes, j'ai été vraiment prise dans le récit, je trouve qu'il est super addictif. L'histoire d'amour entre les deux, elle est magnifique et ça m'a vraiment donné une impression de voir deux âmes sœurs se trouver, tomber amoureuses et je n'ai pu qu'être charmée par leur histoire. Ça se fait tellement facilement, ils se comprennent énormément et je trouve que par-dessus tout, ils arrivent à se porter vers le haut. Et ça pour moi c'est super important de voir à quel point deux personnes peuvent se guider vers le haut, même quand les choses sont parfois très compliquées. Cette lecture, elle vous laisse pas indemne parce que forcément on aborde le deuil. Tous les deux savent ce qu'est le deuil, ils en sont pas au même seuil dans leur reconstruction après celui-ci. Et c'est justement ça qui est beau à mon sens, c'est qu'ils vont vraiment pouvoir s'apporter une certaine aide, un certain soutien et surtout ils vont pouvoir donner un nouveau souffle. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est qu'on va avoir un certain rebondissement, notamment par rapport au personnage masculin. Je vous laisserai découvrir quoi exactement. D'ailleurs, ça m'a appris quelque chose. J'aurais peut-être aimé que ce soit un petit peu plus abordé, mais pour autant, j'ai quand même plutôt bien aimé. On a en plus de ça des personnages secondaires qui sont super attachants, notamment avec le père de Starlight que j'ai adoré. On fait aussi la rencontre d'un certain groupe, je vous laisserai découvrir lequel, qui était super attachant. Enfin vraiment, dans cette histoire, j'ai absolument tout aimé. La seule chose avec laquelle j'ai un peu moins accroché, c'est cette crise des 80%, pour laquelle je suis pas hyper fan du message. Et j'avoue que j'ai eu un peu de mal avec les scènes de smut que j'ai trouvé un peu en décalé avec cette histoire qui est quand même très douce. Et j'ai trouvé que les scènes intimes allaient pas trop avec le caractère des personnages, ça faisait très autoritaire et un petit peu loin de l'idée toute douce que je m'étais faite des personnages, donc c'est les deux points que j'aurais à redire. Mais excepté ça, j'ai passé un super moment avec cette lecture, je crois qu'elle est sortie en poche, ça fait rien de ma part. Bref, c'est du Brittany C. Sherry et c'est magnifique. En 4e position, je mets le roman de Kay Bromberg qui se nomme Off the Grid. C'est donc le tome 1 de sa saga faite en 4 tomes. Celui-ci, c'est pareil, ça fait partie de mes premières lectures de l'année dernière et je l'ai adoré. Encore une lecture pour laquelle j'ai versé quelques larmes, surtout avec cette fin. Pour vous faire un petit résumé, ici on suit Spencer qui se bat pour se faire une place et surtout un nom en Formule 1. Si vous suivez un peu la Formule 1, vous savez à quel point c'est difficile. Et lui, sa difficulté, c'est qu'il a un certain passé, un certain héritage qui impacte un peu sa carrière actuelle. Et lui, il compte tout faire pour montrer à quel point il est passionné, il est tenace et surtout inébranlable dans la poursuite de ses objectifs. Mais ça, c'était avant qu'il ne rencontre Camilla Moretti, qui est une jeune femme qui s'était promis de ne jamais renouer avec l'univers de la Formule 1. Mais lorsque son père l'appelle et lui demande de revenir pour venir un peu à ses côtés dans l'entreprise familiale, elle n'a d'autre choix que de rejoindre son père et de poursuivre son héritage. C'est une femme qui est dynamique, elle est intelligente et malheureusement pour Spencer, elle va avoir du mal à garder ses distances. Il n'a qu'un but, le même depuis toujours, et pourtant il pourrait bien tout abandonner pour elle. Premier point fort de l'histoire, c'est l'univers de la Formule 1 que j'ai trouvé tellement intéressant. C'est pour moi un des meilleurs romans avec la Formule 1. Et pour faire une petite parenthèse, Kay Bromberg est mon autrice favorite si vous ne le saviez pas, et j'adore la Formule 1, donc pour moi ce roman et la saga en elle-même c'est un rêve parce que voilà, mon autrice préférée plus un de mes sports préférés, c'est incroyable. Et tout ça pour vous dire que je n'ai pas du tout été déçue, je trouve que l'immersion dans le monde de la Formule 1 est super bien faite. On voit vraiment un personnage qui donne énormément de sa personne
Et je trouve que ce roman, il nous permet de nous rendre compte à quel point c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de dévolution pour parvenir à avoir ce fameux baquet en F1, ce qui est très compliqué étant donné que c'est très limité. Je trouve qu'avec le résumé, on peut avoir un petit peu de mal à savoir vers où on va aller, mais c'est clairement une histoire que j'ai adorée. Je trouve qu'elle est super bien faite. On est sur une relation au travail étant donné qu'elle est la nouvelle directrice marketing et que lui est un pilote de Formule 1. Ils vont donc pas mal travailler ensemble, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils se sont rencontrés une fois avant de travailler ensemble. Il s'est passé un petit quelque chose que je vous laisse découvrir et rien que ce petit extrait, je l'avais adoré. Je trouvais qu'il y avait une certaine tension, il y avait un petit truc spécial et ça s'annonçait très prometteur d'un point de vue relation et en effet, j'ai pas du tout été déçue. Camilla, elle va vraiment revivre aux côtés de Spencer parce que c'est vrai qu'elle a connu un certain passé qui a un peu impacté sa confiance en elle et qui l'a d'ailleurs justement fait quitter le milieu de la Formule 1. Et grâce à Spencer, elle va vraiment prendre confiance en elle et c'était super beau à lire. J'étais très touchée aussi par le personnage masculin. Comme je vous disais déjà, par rapport à tout ce qu'il entreprend pour réaliser son rêve, mais aussi par sa personne en lui-même, que j'ai trouvé hyper touchante. Et je trouve que clairement ce roman, il est super bien écrit, c'est Kay Bomberg bien évidemment. Ce roman, il mêle très bien le côté humour, le côté émotion, le côté aussi un peu technique avec le volet Formule 1. Enfin moi je trouve qu'il était vraiment excellent. Le récit, il est addictif, on nous offre des personnages qui sont vrais. Et ça, pour moi, ça fait vraiment toute une différence dans un roman. La seule chose que j'aurais à reprocher, c'est que je trouve que la fin s'accélère très très vite. Et j'aurais peut-être aimé qu'on ait quelques pages en plus. Je dis ça alors que le roman fait quand même 450 pages. Mais c'est vrai que j'aurais paginant à quelques pages en plus. Ou alors peut-être que sur la fin, ça prenne un peu plus de temps et pas aussi expédié. Mais c'est la seule chose que j'aurais à redire parce que vraiment j'ai adoré. Ce que je retiendrai, c'est que comme ma précédente lecture, j'ai versé des larmes. Et comme je le dis à chaque fois, pour moi ça en dit beaucoup sur mon ressenti sur le livre. Et je l'ai adoré et j'ai trop hâte de lire la suite de la saga. Pour la troisième place, j'appelle une certaine duologie qui est Lettres d'enchantement par Rebecca Ross. Duologie dont je vous ai déjà beaucoup parlé, j'en ai fait un vlog lecture, je vous en ai reparlé dans un bilan. Donc je vais un peu moins m'attarder sur celle-ci, mais j'étais obligée de mettre dans mon bilan de 2025 et surtout dans mon top 5. Si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que j'ai quand même eu une petite préférence pour le top 1, mais la duologie en elle-même était excellente et je suis tellement heureuse d'avoir pu la découvrir parce qu'elle vaut vraiment le détour. Et sachez que si vous n'êtes pas très intéressé par les jaspages, par les grands formats, ils viennent de sortir en poche dans la collection PAL. Donc c'est clairement le moment pour vous de les découvrir. Pour vous en parler un petit peu plus, c'est une duologie young adult. Déjà, j'ai adoré la plume de l'autrice. On est sur un roman à la troisième personne, mais pour autant, ça m'a pas plus gêné que ça. Alors que c'est vrai que parfois, j'ai un petit peu de mal. Ici, le récit est hyper addictif. On est sur un échange épistolaire entre nos deux protagonistes. En effet, ils vont avoir des correspondances grâce à leur machine à écrire. Iris croit initialement qu'elle va écrire à son frère et en fait un jour elle va avoir des réponses mais ce n'est pas son frère qui lui répond. La personne qui lui répond est en fait Roman Kidd, son plus grand rival au travail. Elle ne sait donc pas qui lui écrit mais Roman sait très bien à qui il écrit. Et à un moment de l'histoire, Iris va partir en tant que correspondante de guerre et tous les deux vont se promettre de maintenir leurs échanges. Ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est ce côté épistolaire bien sûr avec ce côté magie qui est super intéressant. On a aussi une guerre qui se fait entre deux dieux et c'est d'ailleurs ce qui rythme quand même pas mal le roman. On commence l'histoire avec énormément d'interrogations, on est clairement comme notre protagoniste, on n'a aucune idée de ce qui se passe, c'est pas très clair, on se sent un peu perdu, les réponses vont venir au compte-gouttes. Forcément c'est une duologie donc la fin se finit quand même sur un certain plot twist. Et d'ailleurs je suis trop contente d'avoir pu enchaîner sur le tome 2 parce que le tome 2 est très différent du tome 1. Là où ici on est selon moi davantage dans la guerre, on est ici un peu plus sur un volet résistant, je vous laisserai découvrir comment tout ça est fait. Mais pour la plume de l'autrice, pour l'histoire que j'ai adorée, cette histoire d'amour qui est vraiment toute douce, ça m'a vraiment fait énormément de bien de la lire, je ne peux que vous la recommander. En plus de ça, les romans sont trop beaux, enfin vraiment cette duologie, c'est une duologie gagnante. Et là, on a actuellement un spin-off qui est sorti il y a 2-3 mois de ça et j'ai trop envie de le découvrir. Bref, une duologie pépite que je vous recommande. En deuxième position, on a encore un roman avec de la Formule 1. Mais j'y peux rien, je vous jure, j'ai beau adorer la Formule 1, je fais pas exprès d'adorer les romans de la Formule 1. C'est juste eux qui savent parfaitement me charmer et ici, c'est un roman de Lauren Asher. C'est pareil, c'est un tome 1 d'une saga avec 4 tomes. Faut savoir que cette saga, j'attendais qu'elle soit traduite depuis tellement longtemps et j'étais tellement heureuse quand j'ai vu qu'elle arrivait enfin en France. C'est pareil, c'est un roman encore que j'ai lu en début d'année. Vraiment toutes mes meilleures lectures de cette année ont été celles que j'ai faites en début d'année 2025. Tout le reste, c'était pas très ouf. D'ailleurs, moi qui rêvais de découvrir Lauren Asher, j'étais tellement heureuse d'enfin la découvrir et clairement la découvrir sur une lecture qui se termine par un coup de cœur. Je peux vous dire que j'étais plus que ravie. Pour faire un petit résumé, dans cette histoire, on suit Noah Slade qui est arrogant et héritier d'une lignée de champions de Formule 1. Et il voue une rancune énorme à Santiago qui lui a volé le titre de champion du monde. Et une chose à laquelle Noah ne s'attendait pas, c'est que 2 ans après ce fameux événement, c'est que Santiago devienne son coéquipier pour cette nouvelle saison de Formule 1.
Même si la tension est palpable, ils vont tous les deux rester très professionnels. Mais tout va être un petit peu perturbé le jour où Maya, donc la sœur de Santiago, va venir les accompagner sur toute cette saison de Formule 1. En effet, Maya vient de finir ses études et Santiago va lui proposer qu'elle l'accompagne sur toute la saison pour qu'elle puisse filmer des vlogs et alimenter sa chaîne YouTube sur l'envers du décor de la Formule 1. Et Noah va être irrésistiblement attiré par cette jeune femme. Mais Maya va s'interdire tout rapprochement parce qu'il est hors des questions d'aider à ce séducteur et surtout de venir perturber son frère lors du championnat du monde. Sauf que sur les pistes, tout peut rapidement déraper. Sachez qu'il m'a fallu que très peu de pages pour savoir que ce livre, j'allais plus que l'adorer, tout simplement parce que je suis très vite tombée sous le charme du personnage masculin que j'ai absolument adoré. C'est un personnage qui en fait n'a pas connu l'amour, à savoir qu'il a une relation assez compliquée avec ses parents, sa mère est quasi absente et son père est clairement une horrible personne. Et en fait, Noah, tout ce qu'il va chercher dans sa vie, c'est de l'amour, de la reconnaissance, créer un cocon dans lequel il se sent bien. Et quand Maya débarque, c'est vraiment une bouffée d'air frais pour lui et c'est ça qui m'a vraiment émue dans cette histoire. Pareil, je crois que j'ai versé une larme encore une fois, mais c'est vraiment trop beau de voir comment leur relation se crée. Je dirais quand même que sur les premières pages, ça va quand même assez vite d'un point de vue tension. Mais à côté de ça, on a vraiment deux personnages qui vont prendre le temps de se créer une relation. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Noah, il est hyper tenace, il va tout faire pour que Maya tombe sous... Mon chat! Bref, je disais que Noah va tout faire pour que Maya tombe sous son charme et vraiment le mec il se la donne. Il est tellement piqué parce que Maya ça va être un peu un rayon de soleil dans sa vie. Et il y a vraiment des scènes tellement mignonnes, des scènes auxquelles j'ai succombé. Pour vous donner par exemple un exemple de scène, faut savoir que lui il aime pas trop donner des interviews etc. Il est pas très à l'aise alors que pour les pilotes de Formule 1 c'est très important d'en faire énormément, enfin ça fait vraiment partie de leur quotidien. Et rien que pour passer des moments avec Maya, il va lui accorder une interview. Rien que pour elle, juste pour être avec elle, lui faire plaisir, alors qu'il aime pas ça. Et cette petite scène, elle m'a tellement charmé mon cœur. J'ai vraiment pas su me retenir. En fait, vraiment, mon cœur, il a battu tellement plus vite, rien que pour eux. Et il y a eu pas mal de petites scènes où voilà, lui est très attentionné. Il envie un peu aussi la relation que son coéquipier a avec sa sœur, avec sa famille. Parce qu'en fait, c'est tout ce que lui aimerait avoir. Enfin, vraiment, il y a ce côté familial, ce côté recherche d'amour qui m'a vraiment énormément touchée et que j'ai adoré. D'un point de vue Formule 1, je dirais que dans ce roman, parfois il peut sembler un petit peu répétitif, mais pour autant j'ai beaucoup aimé ça. C'est vraiment un livre que j'ai dévoré, que j'ai tellement aimé. C'est vraiment le roman qui m'a fait des fois avoir le cœur qui battait un peu plus vite, qui m'a donné un sourire énorme. J'ai vraiment été hyper attendrie, notamment par le personnage masculin. Maya aussi est intéressante, mais j'ai été moins touchée par son personnage. C'est vraiment Noah qui, pour moi, m'a fait vraiment battre le cœur et leur histoire d'amour qui était magnifique. D'ailleurs, la crise des 80%, je l'ai trouvée hyper intéressante. J'ai aimé comment ça se déroulait. Et si vous me suivez un peu, vous savez à quel point je suis intransigeante sur les crises des 80%. Et ici, c'était une totale réussite que j'ai vraiment adorée. Bien évidemment, je le recommande et il me tente trop de découvrir la suite de la saga, même si j'ai cru comprendre que le tome 3 et le tome 4 c'était vraiment les meilleurs. J'avoue que le tome 2 est dans ma palle, mais j'appréhende un peu parce que je sens que c'est l'histoire qui va peut-être le moins me parler. Mais bon, si je veux poursuivre la saga, je vais pas avoir le choix. En tout cas, ce premier tome, il est incroyable. Il va bientôt ressortir en poche aux éditions BMR avec une nouvelle cover incroyable. Donc forcément, je ne peux que vous inviter à aller la découvrir parce qu'elle vaut vraiment le détour. Et enfin, en top 1, nous avons le Saint Graal, j'ai nommé Mile High de Lee Stamford. C'est donc le tome 1, pareil, d'une saga qui se nomme Les Windy City. Il y a 5 tomes, je n'en ai lu qu'un, mais cette saga, tout le monde en parle. Je pense que là, je ne vous fais absolument rien découvrir, mais c'est vraiment un tome 1 qui était incroyable. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ce roman est un pavé qui fait 760 pages. Pour une romance, on peut se dire « Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on raconte ?» Mais sachez que vraiment, moi, si l'autrice elle m'avait mis 100 pages de plus, j'aurais pas dit non. Vraiment, j'avais envie que cette histoire ne se termine jamais. Ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est que à peine j'avais atteint la page 10, je savais que ça allait être une histoire très spéciale, que j'allais l'adorer plus que tout. C'est un pavé et pourtant j'ai pas vu les pages défiler. Pour vous faire un petit résumé, c'est une saga sportive. Dans cette histoire, on va suivre des joueurs de hockey. On va suivre Zanders qui est un joueur de hockey à Chicago. En fait, Zanders, il joue un rôle, il aime être le joueur que tout le monde déteste. Et en fait, cette image, il en joue. Je vous laisserai découvrir tout ce qui se passe, mais il y a vraiment une question d'image qui est très importante dans cette histoire. Et une chose qu'il n'aime pas, c'est la nouvelle hôtesse de l'air qui vient de débarquer dans son avion privé. Et lui, ce qu'il compte faire, c'est lui rappeler qu'elle travaille bien pour lui et pas l'inverse. Lui, tout ce qu'il veut, c'est faire en sorte qu'elle démissionne et en fait, il va passer son temps à la taquiner. Mais chaque voyage brûle les lignes et je ne peux plus dire si je continue d'appuyer sur le bouton d'appel pour la pousser à bout ou s'il y a plus que ça. De l'autre côté, on va suivre Stevie qui, elle, est hôtesse de l'air depuis des années. Vous voyez avoir tout vu jusqu'à ce qu'elle découvre Zanders qui est clairement un chieur-né. Il y a une chose qu'elle s'est promis, c'est de ne plus jamais ressortir avec un athlète. Evan Zanders est sans filtre, orgueilleux et beaucoup trop séduisant pour son propre bien. Il aime son image de bad boy et moi j'en déteste tous les aspects, tous sauf lui. Ce que j'adore avec cette histoire, c'est que très vite l'autrice nous pose les bases, on va très vite savoir quelles vont être les thématiques abordées dans l'histoire, leurs failles, leurs blessures passées.
Et ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'on met pas énormément de temps à savoir de quoi on va parler. On rentre très vite dans le vif du sujet. Les personnages sont hyper touchants. Xanders, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté image qu'il donne au public et en fait découvrir le vrai lui. Et dans cette histoire, on va découvrir qui est le vrai Xanders, celui qui cache derrière cette fausse image. Et clairement, le mec, je lui aurais tout donné de mon âme. Et clairement, ce mec, t'as juste envie, c'est de lui offrir le monde. Il est tellement touchant, je l'ai juste tellement, mais tellement aimé. J'ai d'ailleurs aussi beaucoup aimé sa relation avec son meilleur ami Madison. J'ai aimé la famille de cœur qu'ils ont su se créer. C'était vraiment trop beau à lire. Dans cette histoire, on aborde la santé mentale, les relations familiales, les relations saines, et surtout l'acceptation de soi. Il y a vraiment des scènes qui sont iconiques dans cette histoire. C'est vraiment une très belle histoire d'amour qui se crée entre nos deux protagonistes. Ce que j'ai adoré et ce qui me fait totalement succomber à chaque fois, c'est quand on a un personnage masculin qui est vulnérable, qui montre ses failles, qui montre ses faiblesses, qui montre très clairement ce qu'il fait souffrir au quotidien. Et j'ai aimé que tous les deux se dévoilent petit à petit, ils vont énormément partager, ils vont vraiment se dévoiler au fur et à mesure et leur histoire est absolument magnifique. J'ai trouvé que c'était super facile en fait de s'identifier aux personnages, de comprendre leurs pensées, leur manière de voir les choses. Là où dans de nombreux romans, je critique le manque de communication, ici je trouve que la communication, elle est fluide, c'est vraiment une relation saine qui se crée entre nos deux personnages et c'était trop beau. Xanders est un réel homme capable et ça, c'est ce qu'on adore. Il y a vraiment des scènes trop mignonnes, c'est un roman qui vous fait sourire, c'est un roman qui vous émeut aussi. Il me semble que pour celui-ci, j'ai pas pleuré mais je le mets quand même en top 1. D'ailleurs, petite précision, mais le côté ok est pas non plus hyper présent. Ce n'est pas non plus le sujet dans l'histoire, je trouve que ça reste quand même assez en retrait. Le plus important, c'est vraiment nos personnages, leur histoire et cette relation qu'ils créent. Bref, il me tente tellement de découvrir la suite parce que vraiment ce tome 1, c'était une pure pépite, c'était incroyable, c'est un pavé et pour autant, j'aurais presque aimé qu'on me donne plus de pages. C'est pour vous dire à quel point c'est vraiment un récit de qualité. Je sais très bien que je vais finir l'année en vous disant oui, Liz Stamford, je la classe parmi mes autrices préférées. Vraiment, il n'y aura rien d'étonnant parce que je sais que cette autrice, elle est faite pour moi par rapport à tout ce qu'elle écrit. Voilà pour mon top 5. Je vous recommande ces 5 romans qui m'ont fait passer des moments incroyables. C'est dans ces moments-là que je me rends compte à quel point la lecture c'est magique parce qu'on vit vraiment des émotions de dingue. Avoir de bonnes lectures est une chose, mais malheureusement, pour ma part en plus, je rencontre de plus en plus de déceptions au fur et à mesure de mes lectures. Mais là, pour cette vidéo, j'ai décidé de m'attarder seulement sur 2 lectures parce que clairement, à ce stade, sinon j'aurais pu parler de trop de lectures, je pense. Mais je vais vous parler de mes 2 plus grosses déceptions de cette année. Clairement, je serais incapable de vous dire quelle est la plus grosse des 2, mais en tout cas, tous les 2, c'est des romans qui sont très hypés sur les réseaux. Donc désolée si vous les avez aimés, malheureusement pour moi, ça ne l'a pas du tout fait. Je vais commencer avec ma première grosse déception de cette année et c'est The Source Girl par Aya Estrella. Et celui-ci, mon dieu, qu'est-ce que je suis triste de vous le présenter dans le volet déception. Pour vous dire, c'est un roman que j'avais demandé à Noël du coup 2024. Il me faisait trop envie, j'en avais vu des avis de dingue, j'étais trop impatiente. Il est vendu comme un romantique suspense, donc moi j'adore ça. Je m'étais dit, oh là là, trop hâte de le découvrir. J'ai en plus de ça jamais lu la maison d'édition Plume du Web, donc trop curieuse. Et malheureusement, ce roman, je lui ai mis 1 étoile. Ça a été un supplice de le lire. C'était tellement loin de ce que je m'imaginais lire. Pour vous faire un petit résumé, on suit ici Elvira qui a 19 ans et qui va être assez surprise le jour où l'avocat d'une très grande université va venir la voir et va lui faire une proposition assez inattendue. Elle va devoir intégrer l'université et traquer le responsable d'horribles agressions qui sont perpétrées sur le campus. En échange de ça, son frère sera libéré parce qu'il est actuellement en prison. Elle va donc se lancer dans une certaine enquête et avec ça, elle va entraîner ses voisins et amis hockeyeurs qu'elle va rencontrer et plus particulièrement le capitaine qu'elle déteste et qui se nomme Abel Ryder. Elvira va donc faire certaines découvertes assez horribles et l'étau va très vite se resserrer autour d'elle lorsque l'agresseur va venir la contacter et la prendre comme nouvelle proie. Clairement, quand je relis ce résumé, je me dis mais trop bien, franchement ça a l'air génial cette histoire. Et en fait, là où je suis déçue, c'est que l'intrigue, elle est tellement secondaire dans l'histoire. Vraiment, le fait de le vendre comme un romantique suspense, à mon sens, c'est un petit peu du mensonge à ce stade parce que le suspense, il est tellement mais minime dans l'histoire. Et ça, perso, ça me gêne parce qu'on peut pas me vendre une histoire dans laquelle il va y avoir une enquête. Et en fait, l'enquête, elle existe quasi pas. Autre point avec lequel j'ai eu du mal, c'est qu'on dit qu'Elvira va être une détective, qu'elle va vraiment se plonger à fond dans l'enquête. Mais en vérité, l'enquête, elle est faite par une personne qu'elle connaît. Et en fait, c'est cette personne qui va tout traquer, faire vraiment des recherches, enfin, qui va télécharger des trucs. Enfin bref, c'est lui qui va tout faire. Elvira, elle fait vraiment pas grand chose dans cette histoire. Donc c'est vrai, sur ce côté-là, j'ai eu un peu de mal parce que clairement, c'est pas elle la détective, c'est vraiment son pote qui est calé dans tout ce qui est un peu illégal, recherche, etc. Et un autre point avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, c'est qu'en fait, on sent que l'autrice, elle a envie de nous présenter tous ces personnages. On sent qu'elle a envie vraiment d'écrire leur histoire à tous.
Et je me dis, ça, c'est une duologie. Donc il y a un tome 1 et un tome 2. En fait, l'autrice a fait le choix de nous parler de tout le monde, de toutes leurs thématiques, pour qu'on puisse à peu près avoir une idée dans ce premier tome. Sauf qu'en fait, du coup, j'ai trouvé, le roman, il partait dans tous les sens, on parlait de tout le monde sans vraiment s'attarder sur nos personnages principaux. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je me dis qu'en fait, tous ces personnages, toutes leurs thématiques, on aurait peut-être pu les introduire petit à petit et peut-être un petit peu plus dans le tome 2. Mais là, en fait, non, vraiment, on parle de tout le monde, on parle de plein de choses, il y a même des points de vue d'autres personnages. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que c'était un peu brouillon et j'aurais peut-être aimé qu'en fait, on s'attarde juste sur nos personnages principaux et que ouais, on parle des autres, mais peut-être un peu plus tard dans la duologie et qu'ici, on s'attarde vraiment sur l'enquête. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment gênée. En plus de ça, il y a 5 garçons, j'avoue qu'il y en a 2, je les mélangeais tout le temps, vraiment, je m'en mêlais les pinceaux en fait. La relation amoureuse, j'ai pas du tout aimé, ils font que de s'insulter. J'étais là en mode, oh là là, comment est-ce que je suis supposée tomber sous leur charme, je comprends pas là. Je trouve que le roman, il est aussi un peu vulgaire, lui, il l'appelle beaucoup la connasse. Et non, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec la relation, comment elle s'est faite. J'ai pas du tout été réceptive. En fait, j'aurais tellement préféré qu'elle pécho un autre des mecs parce que j'ai pas ressenti le match entre les deux personnages principaux et ça, mine de rien, quand vous êtes pas réceptif à la romance, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, malheureusement, premier flop de cette année, j'ai pas du tout aimé alors que c'est un roman que j'avais trop hâte de lire. Je dirais le tome 2 parce que je suis un peu folle, un peu tenace, j'aime pas ne pas finir les sagas / duologie, etc. J'aime toujours avoir le fin mot de l'histoire, donc c'est pour ça que je lirai la fin de l'histoire. Même si bon, clairement, je pense que je vais pas trop aimer le tome 2, mais je veux aller au bout de l'histoire parce que j'ai toujours du mal à pas aller au bout. Ensuite, seconde déception, et celle-ci je l'ai lue pendant la période où ça allait pas trop dans ma vie, c'est My Missing Piece de Acacia Black. Comme vous pouvez le voir, c'est 2 romans qu'on voit partout sur les réseaux, mais malheureusement j'ai pas du tout adhéré. Ici on est sur une histoire où c'est 2 personnages qui sont meilleurs amis depuis l'enfance. Et le jour des 16 ans de Luna, tout bascule, en effet, elle ne va pas tenir la promesse qu'elle avait faite à Liam. Elle va se sentir trahie et abandonnée. Tous les deux vont donc avoir des routes qui vont se séparer pendant des années. 7 années plus tard, ils vont se retrouver à New York car ils vont travailler tous les deux ensemble. Mais Liam n'est plus du tout l'homme que Luna a connu. Il est distant, il est assez sombre et il compte bien faire payer à Luna les erreurs du passé. C'est donc le premier tome d'une duologie et ce tome 1 c'est un pavé, il fait quasi 700 pages. Et là où vous voyez pour My Eye, je disais que clairement j'aurais pu avoir d'autres pages, clairement ça m'aurait pas suffi. Ici c'était un pur calvaire parce qu'en fait on est sur des personnages qui ne communiquent pas et ça pour moi c'est tout ce que j'aime pas, c'est ma pure hantise dans une histoire. Tout vous dire, quand je l'ai commencé j'ai eu un petit peu peur parce que voilà, je me dis c'est quand même une romance entre guillemets pure et dure, autant de pages et en plus c'est une duologie. Ça m'inquiète un peu, mais bon, faisons confiance aux avis des réseaux, tout le monde en parle, c'est que ça doit être génial. Et malheureusement, en fait, je trouve qu'on aurait pu gagner tellement de pages si les personnages avaient communiqué. Le principal point qui me dérange, c'est qu'ils vont forcément se rapprocher à nouveau, ils vont recréer des liens, et je me dis, pendant des mois, ils arrivent à ne pas parler du problème. Et comment vous faites pour recréer des liens sans parler du problème ? Ça, j'ai pas réussi à comprendre comment on peut reconstruire quelque chose sans parler de ce qui a causé tous les dommages du passé. Je comprends pas comment c'est possible. Moi, perso, je deviendrais folle et je sais pas comment ils font en fait pour passer autant de temps sans parler du réel problème. Je trouve que le roman, il tourne quand même très vite en boucle. Ils sont là en mode, mais est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle pas? Mais en fait, ils en parlent jamais. Donc en fait, il y a pas cette communication, ce qui fait que voilà, on a énormément de pages. La fin, j'ai eu un peu de mal parce qu'en fait, ça part sur un peu un romantique suspense. Chose à laquelle je m'attendais pas du tout et j'avoue je suis pas sûre d'être très fan de la direction du roman. Je vais lire le tome 2 parce que pareil, celui-ci par contre je l'ai déjà dans ma palle donc ça sera qu'une question de temps avant que je le lise. D'ailleurs je pense faire un vlog YouTube, je lis les tomes 2 des duologies ou un truc comme ça pour vous amener avec moi dans la lecture de ces tomes 2 et très clairement aussi pour me motiver, je vais pas vous mentir. Bref, tout ça pour dire que la fin part dans une directive à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et un autre point avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, c'est que je m'attendais pas du tout à un personnage comme ça. Vraiment, j'ai cru que j'allais devenir folle. Alors, c'est écrit dans le résumé qu'il est distant et sombre. Mais je m'attendais pas à un mec aussi autoritaire, un mec très jaloux, très possessif. Enfin moi vraiment le mec il m'a mis hyper mal à l'aise. Son comportement je le trouvais déplacé, il était désagréable avec Luna mais en fait il voulait pas qu'un seul mec l'approche. Enfin vraiment le mal alpha comme je peux pas le supporter. Et ça vraiment c'était terrible pour moi de lire ça, j'étais en mode oh mon dieu c'est pas possible, je n'apprécie pas du tout ce type de personnage. Je trouve qu'aussi il y a des extraits, je me suis crue dans 50 nuances de grey, en fait je m'attendais pas à ça comme lecture, vraiment ça m'a totalement perturbée parce que tous les avis que j'avais lus, j'ai jamais lu aucun avis parlant de tout ça, donc du coup ça m'a vachement perturbée. Enfin je pense notamment à 2 scènes où je me suis dit mais attends c'est 50 nuances de grey là, tu déconnes, je savais pas que j'étais en train de lire ça là. J'avoue que je m'attendais aussi peut-être à ce qu'il y ait davantage une connexion émotionnelle et en fait je trouve qu'au début leur relation elle est très axée attirance physique et en fait je m'attendais peut-être à ce qu'ils recréent peut-être un lien émotionnel avant de passer à tout ça mais faut croire que non.
Luna, je l'ai presque trouvé trop gentil avec Liam. Moi perso, je l'aurais envoyé péter le mec, vraiment. Mais moi, un comportement comme ça, je m'arrache les cheveux, très clairement. Et je la trouvais presque trop gentille avec lui par rapport à tout ça. J'aurais peut-être aimé qu'elle l'envoie un peu plus bouler parce que clairement le mec, son côté possessif, jaloux, etc. Je trouvais ça très malsain. C'était pas du tout la lecture à laquelle je m'attendais, donc malheureusement ça l'a pas du tout fait. Après voilà, c'est un roman qui a connu beaucoup de succès, donc comme toutes les histoires, que je les aime ou pas, je vous invite toujours à vous faire votre propre avis parce qu'on a tous des attentes et des goûts différents. Donc vraiment, si ça vous tente, allez-y. Moi personnellement, c'était pas une histoire faite pour moi. Et ça arrive, en tout cas je compte lire le tome 2 malgré tout parce que comme je vous dis, il est dans ma palle. Et puis j'aimerais avoir le fin mot de l'histoire, voir comment ça va se passer, même si je pense que voilà, ça ne le fera pas. Maintenant je vous propose qu'on fasse le point sur mes objectifs de 2025 pour voir si je les ai atteints ou non. Le premier, c'était découvrir Lorraine Asher. C'est chose faite, je suis trop contente. J'ai pu lire du coup le tome 1 de sa saga d'Ortière dont je viens de vous parler et que j'ai adoré. Et j'ai aussi lu The Fine Print, donc le tome 1 d'une autre de ses sagas qui se nomme Dreamland Billionnaire. À Noël, j'ai lu Rendez-vous à Noël, Darling. Donc objectif plus qu'atteint vu que j'en ai lu 3 et je suis trop contente. Et cette année, clairement, j'ai trop hâte de la découvrir encore plus. Ensuite, on avait lire 60 romans. Erreur, là ça va pas du tout, je n'ai même pas lu la moitié, mais bon c'est pas grave, c'est la vie, on peut pas tout contrôler. J'ai pas pu atteindre mon objectif, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que j'ai pu lire et c'est tout ce que je retiendrai. Ensuite j'avais noté 3 sagas à découvrir, la première c'était Magnolia Parks, en deuxième la saga Boys of Tommen, et enfin la saga Windy City. Sur les 3, il y en a une seule que j'ai découverte, c'est la saga Windy City, mais pour les autres, j'espère bien les découvrir cette année parce que vraiment j'en entends parler de partout, et moi aussi je vais vous montrer dans le train de la hype, donc ce n'est que partie remise. Et ensuite, j'avais noté 4 autres objectifs. Moins me prendre la tête lorsque je fais mes photos, publier une fois par semaine minimum, limiter mes achats et réduire ma palle, et enfin poursuivre mes sagas en cours. Si on prend les 2 premiers, c'est encore une fois un échec total, une catastrophe pure et dure, parce que cette année, j'ai publié 3 fois. Heureusement, je devais publier une fois par semaine minimum, nous rigolons tous. Alors c'est sûr, je me suis moins pris la tête vu que j'ai pas créé de contenu du tout. Donc au moins c'est rapide, clair, net et efficace, une pure catastrophe. Ensuite, limiter mes achats. Comment dire? Globalement, sur l'année, j'ai pas énormément acheté, mais il faut savoir qu'au Festival du Roman, j'ai acheté, je crois, 17 romans. Et ensuite, j'ai fait un salon du livre dans le sud où j'ai acheté, je crois, une dizaine de romans. Clairement, j'ai encore pété mon steak, mais bon, c'est dur de se retenir quand on va à un festival. Je trouve qu'il y a tellement une ambiance spéciale qu'on pète la carte bancaire. Donc sur ça, non, c'est pas trop respecté, mais en ce qui concerne les achats que j'ai achetés petit à petit, mois par mois, je les ai quand même lus assez vite, donc sur ça je suis quand même assez fière, mais il y a de l'amélioration à faire. Et ensuite poursuivre mes sagas en cours, j'en ai pas poursuivi énormément, donc ça c'est pareil, échec, mais c'est ok. Après vous avoir parlé de mes objectifs 2025, il est maintenant temps que je vous présente ceux de 2026. Alors j'en ai noté pas mal, et le premier c'est poursuivre ces sagas, j'en ai noté 3 que je vais vous mettre juste ici. Donc la première bien évidemment c'est Dortière, étant donné que j'ai plus qu'aimé le tome 1, j'en suis tombée amoureuse, j'ai tellement hâte de découvrir la suite de la saga, vraiment je suis impatiente. À savoir que le tome 4 de la saga sort en plus cette année, je crois d'ici 2 mois ou un mois, je ne sais plus exactement. Donc c'est clairement l'occasion parfaite de me mettre à jour et j'ai tellement hâte, vraiment je suis trop impatiente. Je sais que le tome 3 et 4 ont eu de tellement bons avis que je suis beaucoup trop curieuse et je pense que je vais les adorer parce qu'ils ont l'air tellement originaux. Bien évidemment ensuite la saga Windy City parce que je sais que ça va être un coup de cœur. Tout le monde en parle en permanence, les avis sont toujours positifs et étant donné que j'ai plus qu'aimé le tome 1 et que tout le monde dit que le tome 1 c'est le moins bon, j'ai trop hâte de voir ce que la suite me réserve. Je sais que le tome 5 sort en mai en français, donc je me dis qu'à partir de février, je vais me faire un tome par mois. Comme ça au mois de mai, je pourrais découvrir le 5e et dernier tome de la saga Windy City. Et enfin, je voudrais me mettre à jour sur la saga de Formule 1 de Kay Bromberg, mon autrice plus la F1, comment ça je suis pas à jour? Non mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, je veux impérativement rattraper ça, je pense que ce sera chose faite, j'ai trop hâte, je pense que je vais adorer. Ensuite, j'ai noté découvrir ces autrices et j'en ai surtout nommé 4. La première c'est Brynne Weaver qu'on voit de partout dernièrement. Elle a écrit 2 sagas. La première, je ne sais plus comment elle se nomme, mais le premier tome c'est Butcher and Blackbird et j'en avais vu que des bons avis. Ça a l'air tellement original et ça me fait trop envie. C'est une histoire entre 2 serial killers si je me trompe pas. J'ai peur de confondre avec l'autre saga et le premier tome c'est Tourist Season. C'est carrément des histoires de romance mais qui ont l'air trop originales, vraiment atypiques et je pense que ça peut vraiment me plaire. Enfin, ça a l'air de changer et moi qui recherche justement des romances qui changent un peu, je pense que ça peut totalement me plaire. Du coup je pense que pour cet automne je me laisserai tenter par ces romans. Ensuite j'aimerais découvrir Emily Henry, que c'est une autrice pareil qu'on voit de partout, elle est quand même assez connue, elle a beaucoup de romans qui vont être adaptés, on en parle plutôt en bien. Ça a l'air d'être des histoires avec des personnages matures et je pense que ça peut vraiment me plaire parce que c'est vraiment ce que je recherche désormais dans la romance. Donc c'est une autrice qui me fait de l'œil. Là d'ailleurs je sais que son roman People We Meet in Vacation vient de sortir sur Netflix. Je compte pas le regarder, j'aimerais lire le roman avant, mais je sais pas si c'est le premier que je lirai d'elle, je sais pas encore. Mais en tout cas j'aimerais lire le roman avant de regarder. Bien évidemment c'est le côté lecteur qui ressort comme d'habitude.
Ensuite, j'aimerais lire aussi une autrice dont on entend tout le temps parler, Ali Hazelwood. Oui, je ne l'ai toujours pas découverte et pourtant j'ai The Love Hypothesis dans ma palle. Ça fait déjà 2 ans qu'il m'attend et 2 ans que je l'ai toujours pas découvert. C'est une autrice pareil qui me fait très envie, ça a l'air encore une fois original. Je crois que le tome qui me fait le plus envie c'est celui où ils sont dans la NASA. Je suis super intriguée, je crois par contre que c'est écrit à la 3e personne, donc à voir si clairement je vais passer outre ou si ça va un peu me gêner. On verra, mais c'est vraiment une autrice que je veux trop découvrir. En plus il y a l'adaptation qui je crois sort cette année, ou peut-être l'année prochaine. L'adaptation de The Love Hypothesis est en cours, donc clairement c'est une occasion pour le découvrir. Et enfin, dernière autrice que j'ai notée, c'est Anna Bonamy-Yang. C'est vraiment une autrice qui, pareil, m'intrigue énormément. Par contre, pour le coup, je trouve qu'elle, on n'en parle pas énormément et pourtant ça a l'air mais pépite. Je crois que c'est une saga qu'elle a sortie et le premier tome est sorti chez Addictive, je ne sais plus du tout le nom, je vous mettrai la couverture. Et dans ce tome-ci, on est avec 2 personnages qui sont en situation de handicap. Donc c'est trop bien, ça met en avant de nouvelles thématiques, de nouveaux personnages qu'on voit encore que trop peu dans la romance. Le second roman est édité chez Lemon Edition, je crois que c'est ça le nom de la maison. Je vous mettrai pareil la couverture. Donc je suis dégoûtée, 2 maisons d'édition pour, je crois, une même saga. Trop triste. Mais dans ce second tome, on est sur un couple qui est déjà formé et qui, je crois, part en camp pour, en gros, se rabibocher. Enfin, moi, perso, ce genre d'histoire-là, c'est vraiment tout ce que je recherche en romance. Parce qu'ok, c'est cool de suivre un couple qui se forme, de voir un peu les difficultés qu'ils ont eues au début. Et au final, dans l'épilogue, voilà, on sait qu'ils se marient, qu'ils ont des enfants, etc. Ok, c'est cool. Mais moi, ce que j'aimerais maintenant en romance, c'est de voir des histoires dans lesquelles on voit des couples galérer alors qu'ils sont en couple depuis des années, parce que ouais, un couple c'est challengeant, c'est pas toujours simple, il y a beaucoup de travail mine de rien, et en fait j'aimerais tellement qu'on parle des problématiques qu'on peut rencontrer dans un couple, enfin je pense que ça serait tellement intéressant, et personnellement c'est vraiment plus dans ce genre de thématiques je pense que je peux me retrouver que dans les thématiques pré-couple. On va dire, je me dis ça y est, je rentre dans la période où il va y avoir quelques enjeux, des questions qui vont se poser, enfin je sais pas, je trouve que c'est quand même un tournant dans la vie d'adulte, dans la vie de couple. Enfin, c'est tellement différent de quand on avait 20 ans. Enfin, je pense que si vous êtes en couple depuis quand même un petit moment et qu'en plus de ça, vous approchez de la trentaine, peut-être que vous allez mieux me comprendre, peut-être que vous allez pas comprendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, moi c'est vrai que dans la romance, maintenant j'aimerais bien qu'on parle un peu de couples qui sont formés et qui rencontrent des difficultés. Voilà, moi j'aimerais les voir traverser ces tempêtes. Je pense que ça pourrait être super intéressant. Bref, tout ça pour vous dire pourquoi je veux découvrir cette autrice, parce que ça me parle trop et ça me donne trop envie. Ensuite, je me suis noté d'autres petits objectifs. Le premier, c'est lire 30 romans. Là, vous pouvez voir, comparé à l'année dernière, je l'ai divisé par 2, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas réussi à atteindre 60 romans. Je pense pas que ce sera possible cette année non plus. Donc, je préfère me fixer un objectif réalisable et au pire, je le reverrai à la hausse et ça sera trop bien. Et au pire, je lirai que 30 livres et ce sera déjà aussi super. Donc, on verra ce que ça donne, mais objectif 30 romans, je pense que c'est faisable. En tout cas, je l'espère. Ensuite, j'ai noté retrouver un rythme sur Bookstagram et apprendre à moins me prendre la tête lors de la création de contenu. C'est vrai que ça me manque tellement d'être active sur Instagram. J'adore faire des photos. Mon truc à moi, c'est de faire des photos qui illustrent entre guillemets le roman. J'adore prendre des éléments qui sont mentionnés dans le roman, les mettre sur la photo. Enfin, j'adore vraiment créer la photo. Je trouve ça trop cool et en fait, ça me fait des beaux souvenirs. J'ai l'impression aussi que je me rappelle mieux du livre dans ces moments-là et j'ai l'impression que ça y est, je peux tourner la page sur ce roman. Et ça peut sembler bête, mais sur tous ceux où j'ai pas fait de photos, j'ai l'impression que voilà, on a encore des choses à se raconter entre le livre et moi, alors que pas du tout, ça y est, c'est fini. Mais en fait, je me dis que quand je publie ma chronique, pour moi, c'est comme si ça y est, la page a été tournée. Et j'aimerais du coup retrouver ça parce qu'en plus, j'adore faire des photos. Même moi, me prendre la tête parce que ça reste qu'une passion et qu'il faut se détendre, quoi. Il y a rien de grave. Ma vie ne va pas s'effondrer parce que demain, ma photo est moins belle que la précédente. Enfin, vraiment, il faut que j'apprenne à déstresser, ce qui est très dur pour moi, mais je travaille dessus. Ensuite, j'ai noté me mettre à jour sur mes autrices préférées et par là, j'entends Brittany Sechéry, Aimée Lou, Mia Sheridan et la plus importante de toutes, je crois, c'est Kay Bromberg. J'ai honte pour ce que je m'apprête à vous dire, mais je ne suis pas à jour sur mon autrice préférée et notamment sur la saga qui a fait battre mon cœur un millier de fois, j'ai nommé Driven. J'ai lu les 4 premiers tomes qui portent du coup sur les personnages principaux. On a ensuite 4 autres tomes qui portent sur des personnages secondaires et je ne les ai pas lus. C'est une catastrophe pure et dure, à savoir que le tome 8 est un personnage très important, un roman je pense qui va me faire pleurer parce qu'il va être très spécial, enfin bref, c'est une honte. Et je veux absolument remédier à ça parce que comment ça, je ne suis pas à jour sur Kay Bromberg quoi. Ensuite j'ai noté diversifier mes lectures, c'est-à-dire un peu plus de thriller et de contemporain. Je pense sincèrement que c'est des lectures qui peuvent me plaire, ça y est je pense que je suis entrée dans cette phase où je suis ouverte à lire ce genre de roman parce qu'avant j'étais quand même très fermée romance en mode je ne lirai rien d'autre que de la new romance, ok. Là ça y est, je commence à m'ouvrir un peu les œillères, il était temps. J'ai commencé l'année avec La femme de ménage, j'ai tellement aimé, vous verrez d'ailleurs dans le prochain vlog, mais j'ai tellement aimé que ça me donne trop envie d'en découvrir davantage et c'est
c'est vrai que le contemporain, je pense que ça peut vraiment me parler, je pense que ça peut me plaire, ça peut aussi un peu changer de ce que je lis et c'est un peu ce que je recherche. Je pense que vous l'avez compris, j'ai envie de découvrir des choses qui changent et qui me sortent un peu aussi de ma zone de confort. Ensuite, point important, j'ai nommé accorder 20 minutes de lecture par jour. Et l'année dernière, c'est vrai que j'ai passé des jours sans lire, je vous expliquais pourquoi ça a été un peu compliqué, mais pour autant, en fait, ça m'ennuie de me dire qu'il y a des jours j'ai pas lu. Mais pendant des jours, je lisais pas quoi. Donc là, je veux au moins lire 20 minutes par jour. Et après, bah tant pis, je m'arrête à 20 minutes. Ok, c'est pas grave, mais au moins j'aurais lu mes 20 minutes. Et je pense que j'ai besoin en fait de me fixer un minimum pour me motiver. Peut-être certains jours où j'ai pas la motivation. Pour l'instant, forcément, compte tenu de ma situation, c'est pas très compliqué à tenir. Mais j'espère que quand j'aurai repris une vraie vie active, j'espère que j'arriverai en tout cas à maintenir ce cap. Ensuite, j'ai noté mieux consommer. Mon achat doit être lu dans les 2 mois pour éviter qu'il ne se perde dans ma palle. Pour me confier à vous, j'ai une palle qui s'élève à plus de 150 romans. J'en ai très honte. Vraiment, perso, je suis pas team grosse palle. Donc ça m'ennuie un peu d'avoir cette palle parce que je trouve que du coup, j'ai fait un peu de la surconsommation. Et je trouve ça dommage. Mais ça, c'est propre à chacun. Je sais qu'il y en a qui adorent avoir des grosses palles pour avoir le choix. Il y en a qui aiment ne pas avoir de palle. Vraiment, on est tous différents. C'est super cool. Mais pour ma part, je trouve que j'ai trop de romans dans ma palle. Il y en a, ça fait vraiment, je pense, plus de 5 ans qui m'attendent dans ma palle. Et je sais que plus le temps passe, moins j'ai envie de les lire et je trouve ça dommage. Alors, je demande pas à avoir une palle à 0, mais j'aimerais bien au moins avoir une palle à 30-50 livres. Après, chacun sa manière de vivre. Moi, c'est vrai que ça me stresse un peu d'avoir autant de romans qui m'attendent parce que je sais qu'en fait, je les fais patienter. Il y en a, je me rappelle même plus qui sont dans ma palle et ça m'ennuie quand même comme constat. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Je sais que ça va prendre du temps avant que je redescende ma palle, mais voilà, c'est pour ça que j'aimerais mieux consommer. Et au moins, dès que j'achète un livre, je le fais pas trop traîner dans ma palle parce que sinon, en fait, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Voilà une résolution assez importante que j'espère respecter, mais vraiment le plus dur, en fait, c'est vraiment quand je vais en festival ou à un salon de livres. J'ai envie de tout acheter, c'est terrible. En fait, il y a tellement une ambiance particulière que c'est dur de se retenir quand vous voyez tous les romans que vous avez envie d'acheter depuis des mois, mais que justement, vous achetez pas par bonne conscience ou vous faites exprès de vous dire non, je l'achèterai pas, et qu'en fait, là, vous les voyez. Il y a tout le monde qui a des piles de livres. C'est dur de résister. Donc j'espère que cette année, mon mental sera meilleur parce que là, c'est pas terrible. Et enfin, dernière résolution, c'est pour YouTube et essayer de publier toutes les 2 semaines et d'atteindre les 2000 abonnés. Je pense que par contre sur ce dernier point j'ai fait une erreur. Atteindre 2000 abonnés, je pense que ça va plus me mettre la pression qu'autre chose, à savoir que je suis pas une chaîne qui marche vraiment. Pour l'instant en vrai c'est un flop, on va pas se mentir, mais voilà, il y a des réussites et il y a des flops. Ma chaîne pour l'instant est un flop et c'est pas grave. C'est dur de dire ça en mode c'est pas grave parce que c'est quand même quelque chose dans laquelle je mets beaucoup d'énergie, ça me passionne, j'adore parler de livres et j'aimerais trop avoir plus de retours justement pour partager tout ça. Mais Rome ne s'est pas fait du jour au lendemain, donc je vais travailler ma régularité parce que c'est vrai que ma première vidéo je l'ai postée à un moment. Ensuite la seconde vidéo je l'ai postée je crois 4 mois après, donc là déjà c'est une erreur fatale que j'ai faite. Donc déjà j'aimerais trouver un rythme sur YouTube, ça serait trop bien. C'est vrai que toutes les semaines, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est qu'en fait j'ai peur de pas trouver l'inspiration pour vous offrir un truc toutes les semaines. J'ai pas une vie fascinante. Ma vie c'est lire, mon chat, faire du sport et bientôt je l'espère retourner au travail. Mais c'est vrai qu'à part ça je sors très rarement parce que j'ai pas vraiment d'amis. Je suis plus partenaire d'aucune maison d'édition, donc j'ai pas vraiment d'événements auxquels vous amener. Comme je suis plus partenaire, je reçois plus de colis. Donc en fait, j'ai l'impression que j'ai pas grand chose à vous montrer. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de faire une vidéo toutes les semaines parce que j'ai peur que ce soit répétitif et qu'en fait, très clairement, ça vous ennuie. Pour l'instant, je préfère donc partir sur ce rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. Et si jamais d'un coup, j'ai plein d'inspiration, je vous en partagerai une toutes les semaines, mais on verra. Pour l'instant, on va y aller doucement. Et ensuite, sur les 2000 abonnés, je peux plus le modifier dans mon post, mais entre vous et moi, je vais la baisser à 1000 abonnés pour pas me mettre la pression. Je pense que 2000, c'est clairement inatteignable. On va pas se voiler la face. Comme je disais, ma chaîne elle est pas très visible pour l'instant, donc je préfère pas me mettre un objectif qui à la fin me décevra. Donc on va dire 1000 abonnés pour fin 2026, ce serait un rêve, mais on verra si c'est atteignable ou pas. La seule chose que j'espère, c'est que mes vidéos trouveront leur public, qu'elles plairont et surtout qu'elles donneront envie aux gens de lire, de découvrir certains romans. Vraiment la seule chose qui m'intéresse, c'est de partager ma passion et que ça puisse en même temps inspirer d'autres personnes à découvrir d'autres romans. C'est vraiment, je trouve, la meilleure des choses possibles. Bref, voilà du coup pour mes résolutions 2026, il y en a quand même pas mal. On fera un point du coup je pense peut-être à la mi-année, je sais pas encore si c'est une vidéo qui peut être intéressante, on verra. On se retrouve dans un an pour qu'on puisse faire le point sur ce qui s'est passé, ce qui se peut passer, mais avant ça, on a quand même le temps de vivre plein de choses ensemble. En tout cas j'espère que 2026 sera une très chouette année, autant pour vous que pour moi. Je nous souhaite de très belles choses, de très belles lectures encore une fois. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous souhaitez voir d'ailleurs pour cette nouvelle année. Et n'hésitez pas à me partager votre petit bilan de 2025. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous fais plein de bisous. Salut!